quelle que soit l'intelligence de l'intelligence artificielle, elle ne sera jamais plus intelligente que l'homme. C'est l'homme qui l'a créée. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat, du leadership, du développement personnel, de la communication et bien d'autres sujets. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que nous avons un grand monsieur des médias, de la communication, qui a fait parler de lui ici au Mali et à l'international. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup nous inspirer aujourd'hui avec son parcours, parce que ce concept est basé sur le parcours de l'invité. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas pour habitude de présenter nos invités. On les laisse la latitude de se présenter et partager ce qu'ils veulent partager avec vous. Salif Sanogo, je t'appelle affectueusement Koro. Bonsoir. Ouais, bonsoir Doro. Comment tu vas? Bon, je donnerai la réponse classique que j'aime donner. Il paraît que ça va, parce que chez moi, c'est le cogito ergo sum. Je doute, donc je suis. Formidable. Alors, Kro, bon, pour aller un peu dans... Parce qu'avec les invités qui ne vont pas certainement comprendre ça. Salif, je vais t'appeler Salif et on se tutoie. Alors, est-ce que tu peux te présenter à notre public, à notre audience? Bon, si on me demande de me présenter, je dirais simplement je m'appelle Salif Sanogo, je suis journaliste. Et c'est fini. Super. Vous voyez que c'est une longue présentation. Effectivement, c'est une autre présentation. Salif, d'où vient la passion pour le journalisme? Bon, la passion du journalisme, ça vient de très loin. L'histoire, pour vous dire ça en 2 mots, quand j'avais 13 ans, je quittais l'école. Mon père était parti me chercher. Et il dit, bon, passe par son bureau au ministère de la Défense. Et en rentrant à la maison, c'était un vendredi, il y avait le journal de 13h de Radio Mali, et qui était présenté par Feu Lamine Coulibaly. Et quand j'ai entendu sa voix, et surtout les titres, j'ai dit à mon père, mais tu sais, je veux faire comme lui. Mais il arrive jusqu'aux larmes. Il dit, non, ça, c'est pas fait pour toi. Arrivé à la maison, il raconte l'histoire à la maman. Elle aussi, elle me dit, ça, c'est pas fait pour toi. Parce qu'à l'époque, j'étais très timide. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un. On m'appelait l'étranger de la famille Sanogo. J'étais toujours, quand les autres étaient au salon, j'étais dans ma chambre en train de lire. Quand les autres étaient au salon, j'étais sur la terrasse. En réalité, j'étais toujours seul, j'étais timide, mais j'ai pu trouver les moyens, grâce à un de mes profs, pour pouvoir faire le métier de mes rêves. Certainement, je vais te poser la question, c'est quoi le secret de cela? Comment le prof t'a pu amener à sortir de ta coquille? Ce prof, il n'est plus de ce monde, paix à son âme, il s'appelait Assimi Adamou Maïga. Il était prof de français au lycée Askia. Quand je suis arrivé, j'ai fait la série littéraire. J'étais en 10e en LL. Et il m'a vu, dès les premiers jours, bon, on a sympathisé. Il m'a dit, jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire après tes études? J'ai dit, ah monsieur, moi, mon rêve, c'est d'être journaliste, mais je suis tellement timide, peut-être que j'opterai pour la diplomatie. Il dit, non, jeune homme, tu feras du journalisme. J'ai dit, mais monsieur, je suis timide. Il dit, justement, j'ai le secret pour toi, j'ai le remède. J'ai dit, mais c'est quoi le remède? Il dit, bon, tu sais, au lycée, on a des journées culturelles en français, en bambara et dans d'autres langues. Bon, maintenant, participe, fais du théâtre. Le théâtre va t'aider à supporter le regard des autres et à mieux t'exprimer. Et sincèrement, en 10e année, j'ai fait les soirées culturelles en français et en bambara. Et en 11e année, j'ai fait dans les 2 langues et puis en russe et en anglais. Mais sincèrement, à partir de la 11e année, je suis devenu un autre homme. Et j'ai vu que ma timidité, j'arrivais à la dominer. Donc, grâce à ce prof, qui a été d'un effet hyper bénéfique pour moi, j'ai pu vaincre ma timidité et j'ai fait le métier de mes rêves. Super. Ah, donc ça veut dire que ceux qui caricaturent le théâtre, alors qu'est-ce que tu les dirais? Ils n'ont rien compris. Le théâtre, c'est un excellent moyen de communication et surtout c'est un excellent moyen pour pouvoir se maîtriser soi-même. C'est comme une sorte de vitrine. Et ne peut pas faire du théâtre n'importe qui. Au Mali, on a l'impression, souvent on dit Mongolangolais, mais non. Pour moi, le théâtre, c'est un art qui est très noble et surtout qui nous aide à mieux communiquer. Et nous qui partons au théâtre, nous qui partons voir les acteurs de théâtre, même si on a un mal au fond de nous, ils arrivent à nous faire rire et ils arrivent à nous faire rêver pendant un certain moment. Donc, c'est une sorte de thérapie également. Super. Salif, dis-moi, tu sais qu'aujourd'hui, on est là à minimiser un peu souvent le rôle de mentorat dans la vie d'un être humain.
Est-ce que dans ton parcours qui inspire beaucoup d'autres journalistes qui souhaiteraient faire comme toi, est-ce que tu as eu des mentors dans ton parcours et c'est quoi le rôle d'un mentor? Le rôle d'un mentor, c'est de te montrer la voie, c'est de te dire la voie que tu as choisie, c'est une bonne voie et de te donner les repères nécessaires surtout. Quand on aime quelque chose, on a la passion, on se donne à fond. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce sont les repères. Comment aller étape par étape, ne pas brûler les étapes et ne pas se brûler en même temps. Donc c'est ça, à mon avis, le mentorat. Et je peux dire dans la vie que j'ai eu de bons mentors. Ok. Le premier que j'ai eu, ça a été Bali Idrissa Sissoko. Ok. J'étais tout jeune, j'étais au lycée, je venais de faire le bac, ça marchait, et je voulais faire le concours du CST. Je suis allé à l'ORTM sans connaître personne. J'ai été le voir, parce que je le voyais à la télé. J'ai dit, grand frère, moi je souhaite avoir des conseils. On m'a dit que tu as fait le CST, je souhaite faire le concours du CST. Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Il m'a regardé, il dit, même petit, tiens, toi là, on dirait que tu aimes la chose là. J'ai dit, non, c'est mon rêve. Et d'un coup, il m'a pris en sympathie, il m'a donné des conseils et tout. Et quand j'ai été faire mes premières études de journalisme, quand je suis revenu en première année, le mentor que j'ai eu, c'est Feu Thomas Lazare Keita. J'ai été confié à Thomas comme maître de stage, parce qu'à l'époque, à l'ORTM, quand tu venais en tant que stagiaire, tu étais confié à un titulaire. Ok. Et Thomas Lazare m'a pris en première année, mais en deuxième année, maintenant, j'avais un stage obligatoire. Ok. C'est ça qui était officiel. Thomas était mon mentor. On est parti sur un reportage. Il m'a dit, bon, petit, prends tes notes et fais ton papier à part. Quand on est venu, moi, je faisais mon papier, mais lui, il ne faisait rien. Et quand j'ai fini, il dit, bon, il a lu, il a corrigé 2-3 trucs. Il dit, bon, va l'enregistrer. J'ai dit, mais c'est interdit. Les stagiaires ne peuvent pas passer à l'antenne. Il dit, c'est interdit, mais moi, je te l'autorise. Et je te donne ta chance. Si ça marche, tant mieux pour nous. Mais si ça ne marche pas, tant pis pour toi. Ça, vraiment, je transpirais réellement. J'ai été enregistré. Et quand on a annoncé dans le journal, reportage Salif Sanogo, à l'époque, le rédacteur en chef, c'était Feu Oumar Touré. Mais il est venu en courant dans la rédaction. Il dit, mais Chébert, Thomas Lazare, on l'appelait Chébert. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais quand il a écouté le reportage, il s'est calmé d'un coup. Et Thomas m'a dit, mon petit, tu viens de réussir ton examen de passage. Et c'est comme ça qu'on m'a autorisé, dès la deuxième année, à faire des reportages. Les gens m'ont connu à partir de la deuxième année. Certains pensaient que j'avais fini, mais je n'avais pas fini. Et à l'époque, j'ai créé Fréquence Sentimentale sur la chaîne 2. Là, c'est moi qui ai lancé Fréquence Sentimentale. Je m'amusais avec Kola Djadje Tunkara, le technicien, et c'est parti comme ça. Et l'autre mentor que je peux citer, il y en a eu pas mal quand même, mais celui qui m'a le plus marqué dans ce métier, c'est Daouda Ndiaye. Daouda Ndiaye, lui, Daouda je ne l'ai Ndiaye, pas connu. il était directeur de la télévision nationale. Okay. En deuxième année, il m'a remarqué. Il me dit, jeune homme, tu finis quand tes études? J'ai dit, il me reste encore 1 an et demi. Il dit, dès que tu termines, tu reviens. Non, on te recrute. J'ai dit, directeur, c'est sûr? Il me dit oui. Je suis allé, quand j'ai fini, j'ai fait 6 mois à la RTS. Et ils voulaient me garder, mais finalement, je suis revenu. Je suis arrivé à Bamako le 3 janvier et le 6 janvier, j'étais recruté à l'ORTM. Daouda Ndiaye a tenu parole, mais c'est lui qui m'a appris les retransmissions en direct. Okay. La maîtrise de cérémonie, c'est lui. Le modérateur, c'est lui. Il m'a amené, il était invité dans beaucoup d'événements. Il me dit, bon, jeune homme, viens, je vais t'apprendre comment on fait du direct. Mon premier direct, c'était avec lui. La première fois que j'ai fait un rôle de maîtrise de cérémonie, c'était avec lui. Il me donnait des conseils et c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Et des fois, il a renoncé à certains événements pour pouvoir me mettre au devant des choses. Et sincèrement, Daouda Ndiaye, c'est un grand monsieur qui est toujours parmi nous aujourd'hui, qui est un peu fatigué, mais j'ai une pensée très pieuse pour lui. Super. Une des choses aussi qui marque beaucoup les gens, c'est ta voix. Comment tu fais? Bon, si tu dis ça, je vais sourire parce que je ne sais pas moi-même. Parce que, comme j'aime le dire, ma maman me disait toujours que parmi tous ses enfants, je suis celui qui a la plus mauvaise voix. Bon, moi, les gens apprécient, mais ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que dans toute chose, il faut travailler. Okay. Dans toute chose, il faut travailler. À l'école, j'ai fait beaucoup d'exercices de diction, de prononciation, d'articulation, parce que c'est indispensable. Et ces exercices, je continue à les faire 30 ans après. 30 ans après avoir quitté l'école, je fais toujours des exercices, mais je les fais avec mes filles aujourd'hui. J'ai 3 filles, donc je m'entraîne avec elles et je les exerce en même temps. Dans toute chose, c'est la pratique qu'il faut. Sans la pratique, on ne peut pas. Et quand on veut parler, on nous donne des conseils. Si on les applique, on peut tirer le meilleur de soi-même. Dire que quelqu'un a une voix naze, il a une voix faible, il ne peut pas, elle ne peut pas, c'est faux.
on peut très bien travailler sa voix et pouvoir dominer. Et il y a des postures aussi qu'il faut savoir prendre. Quand tu t'assois, tu me vois assis devant toi, j'ai le torse droit. Voilà, le buste est droit. Parce que je vais laisser passer l'air, l'air va circuler. Quand on parle recroquevillé sur soi-même, penché à l'avant, on comprime le thorax, on ne peut pas bien parler. Et quand on veut parler également Alf, il faut ouvrir la bouche. Ok. Alors on ne peut pas marmonner. Alors, on ne peut pas marmonner. Quand on veut parler, que les gens nous comprennent, les gens nous entendent, il faut bien ouvrir la bouche. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, ma toute première année à l'ORTM, Feu Oumar Touré, qui était devenu après directeur des infos, me disait « Jérôme, tu parles trop vite et puis tu roules trop les R. » J'ai dit « Directeur, je suis d'accord, j'ai un débit rapide, je vais le corriger. Mais le R, je ne roule pas de R. Moi, je gracie les R. » J'ai dit, je suis un sénophile, c'est naturel chez nous. J'ai dit, j'ai des oncles qui n'ont jamais été à l'école. Je vous amène, si vous les entendez parler, vous comprendrez. Il dit, d'accord. Il m'a laissé, effectivement, j'ai essayé de contrôler quand même mon débit parce que je parlais très vite. J'ai essayé d'avoir un débit médian, mais le R, j'ai dit, ça c'est naturel, ça je ne ferai aucun effort parce que je ne fais pas du bluff avec, quoi. Je ne fais pas. Sauf si tu changes, si tu réunis à ta source. En le faisant, justement, je ne serai plus moi-même et je veux rester moi-même. Parce que j'aime toujours dire, on m'accepte tel que je suis ou on me rejette tel que je suis. Mais je ne serai jamais quelqu'un d'autre à part moi-même. Ça, c'est quand même courageux. Bon, la vie, c'est une question de choix. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une question de choix, mais il faut savoir simplement s'assumer. Que le choix soit bon ou mauvais, il ne faut pas fuir après, il faut s'assumer. Et souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Super. Aussi, on aime, aussi, tu es quelqu'un de très cultivé qui lit beaucoup. Est-ce que tu as des livres peut-être que tu as lus, qui t'ont marqué dans ton parcours, que tu souhaiterais partager certains de ces livres-là avec nous? Le premier livre qui m'a véritablement marqué, ça c'est Le Prince de Nicolas Machiavel. J'en entendais parler. J'en ai tellement entendu parler que j'avais la curiosité de lire ce livre. Et quand je l'ai lu, je crois que j'ai dû le relire au moins 4 fois. Pourquoi? Parce que c'est un livre très profond. Quand les gens on te traite de machiavélique, d'être machiavélique, ils n'ont pas compris qui était Machiavel en réalité. Okay. Quand on lit Le Prince de Nicolas Machiavel et qu'on arrive à comprendre le sens, c'est un livre très puissant. Pourquoi je l'ai lu quand j'avais mes 17 ans par là, avant mes 18 ans, mais sincèrement, ça m'a beaucoup marqué. Okay. Sous l'orage de Sédou Badjan, ça m'a beaucoup plu également. Et j'ai beaucoup aimé également Les Bouts de bois de Dieu de Sambène Ousmane. Mais j'ai été surtout marqué par Le Monde s'effondre de Chinua Achebe. Okay. C'est un roman très complexe. C'est pas facile à comprendre, mais c'est très profond et c'est ancré carrément dans la pure tradition africaine. Donc la littérature négro-africaine, j'ai beaucoup aimé. Et surtout les auteurs des années d'indépendance et autres, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a les Coelho et autres aussi, qui sont de très grands auteurs. Voilà, mais moi, j'aime bien mes classiques aussi. Ok, ça c'est super. Est-ce qu'il y a une citation particulière qui te fait rappeler constamment qui tu es? Est-ce qu'il y a des citations que tu souhaites aussi partager avec nous? En réalité, il y a 2 citations qui m'ont marqué et j'en ai fait des principes de vie. La première citation, ça vient du fou chantant qui est décédé, et son prénom m'échappe encore, qui disait « Lorsqu'on a rêvé de sa vie, pourquoi ne pas vivre son rêve ?» Ça, j'ai bien aimé. Quand on rêve de sa vie, pourquoi ne pas vivre son rêve? Parce que si le rêve est beau, quand on arrive à le réaliser, la réalité devient encore plus belle que le rêve en tant que tel. Ça m'a beaucoup marqué. Merci pour ce partage. Et l'autre citation qui m'a marqué, ça c'est surtout un philosophe italien du XVIIe siècle qui s'appelait Ottavio Magri, qui disait que dans tout pessimisme, il y a de la sagesse, mais une sagesse stérile, et que dans tout optimisme, il y a de la folie, mais une folie constructive. Et moi, je préfère avoir cette folie constructive que d'être là de façon stérile, quoi. Voilà. D'accord, ok, ça c'est super. Et Salif, on va toujours continuer. Hein, et tu sais, il y a ton parcours qui inspire beaucoup de jeunes, certainement, qui souhaitent faire comme Salif. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais simplement, soyez sûrs de ce que vous voulez faire. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate, Alf? Des jeunes, à partir de la terminale déjà, tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu souhaites faire après le lycée? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont un peu ambivalents.
À 13 ans, toi, tu avais décidé de ce que tu voulais Je faire. savais déjà ce que je voulais. Donc, et puis à l'époque, au lycée, on avait des conseillers d'orientation. Ok. Parce que moi, quand je faisais le bac, c'était le bac 2 parties. En 11e, on faisait le bac première partie et en terminale, bac deuxième partie. Mais à partir de la 11e année déjà, on avait des conseillers d'orientation qui nous aidaient à faire des choix. Donc, il faut que les jeunes, très tôt, qu'ils sachent ce qu'ils veulent. On ne fait pas quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien on ne fait pas quelque chose comme une sorte d'échappatoire. Non. On est convaincu, on a l'amour, on a la passion, on le fait. Et quand on décide de faire quelque chose, on se donne les moyens de bien le faire. Se donner les moyens, c'est quoi? C'est de se documenter dans le domaine. C'est de s'intéresser à tout ce qui concerne le domaine et c'est de se dire, je me fixe un objectif. J'ai 3 ans pour ma licence, j'ai 4 ans pour ceci et je n'ai pas de temps à perdre. Je vais droit au but. C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, malheureusement, les jeunes préfèrent plus passer de temps sur leur smartphone ou leur tablette mais pour des activités ludiques au lieu de faire des activités éducatives. Malheureusement. Malheureusement, oui. Ok. Tu aimes beaucoup partager. Je te vois régulièrement en session de formation, partager avec surtout cette jeunesse. Pourquoi tu es tant animé par le partage avec les jeunes surtout? Il y a une question de redevance. En réalité, il y a une question de redevabilité. C'est le mot correct. Il y a une question de redevabilité. Quand j'étais jeune, j'ai profité de certains aînés qui m'ont appris tout ce qu'ils savaient. Vous savez, et tu sais, quand je quittais l'école de journalisme à Dakar, quand j'ai terminé, le premier qui m'a donné un équipement de reportage, c'était le doyen Djomassi Bomboté. Djomassi Bomboté travaillait au bureau de l'UNESCO à Dakar. Ok. Son premier garçon, Stéphane Kader Bomboté Fanou, est un ami. Et je partais chez lui 2 fois par semaine, je déjeunais là-bas. Ok. Quand j'ai fini, il était tellement content du fait que je sorte major de la promo, il m'a offert un kit de reportage que j'ai gardé. Je lui ai présenté ça l'année dernière, il n'en revenait pas. Wow. Et le kit est intact. J'ai dit, c'est un cadeau précieux et ça fera partie de mon musée. Et déjà, le conseil qu'il m'a dit, il dit, bon, fiston, tu viens de terminer une étape. Ce n'est pas une fin en soi. Et je compte sur toi pour t'améliorer. Et jusqu'à la fin de ta vie, dans le métier que tu as choisi, tu vas continuer à apprendre, tu seras toujours un débutant. C'est pourquoi j'ai dit, je suis un éternel apprenant. Je suis un éternel apprenant. Parce que quand on a des doyens de cette envergure qui te donnent ces conseils, je pense que ça vaut de l'or. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir d'autres doyens qui m'ont vraiment conseillé. Feu Baba Daga, par exemple, quand il était à la primature comme conseiller, une fois, il m'a vu dans une cérémonie, il m'a appelé, il dit, Jérôme, viens voir. Vraiment, j'apprécie tout ce que tu fais. Tu as le niveau, tu as la culture, mais tu fais trop de choses à la fois, tu es dispersé, concentre-toi sur un créneau. Et il avait raison, pourquoi? Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'animation aussi. Ok. J'animais Jouvence, j'animais à la radio. Parce que quand Feu Turnan Métiam est décédé, j'ai travaillé un peu avec lui, il avait annoncé que bon, s'il partait un jour, il me voyait comme remplaçant. Quand j'ai pris Jouvence, je commençais à trop y prendre goût. L'animation commençait à prendre le dessus sur le journalisme. Et la remarque que Feu Baba Daga m'a faite, mon papa m'a appelé un jour, il dit, bon, fiston, maintenant ça suffit. L'animation, tu renonces, reste dans le créneau du journalisme. Tu es sorti major de ta promo, ce n'est pas pour venir faire de l'animation. Et je sens que tu commences à prendre trop goût. Ça m'a fait mal. J'étais mal à l'aise, mais mon père, quand il me disait non, c'était non. J'obéissais automatiquement. Je suis venu à la télé, j'ai vu mon feu de Suleiman Touré, qui était le directeur de programme, avec Daouda Ndiaye, directeur de la télé. J'ai dit, bon, directeur, vraiment, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire que je vais devoir quitter l'émission Jouvence. Ils m'ont dit, ah non, c'est pas possible. J'ai dit, si. Mon père me l'interdit. Et quand mon père me dit non, c'est non. Bon, ils ont dit, est-ce que tu peux continuer quand même pour 1 mois, le temps qu'on préparera ton coéquipier, Modibo Soirée. J'étais avec Soirée à l'époque. Okay. J'ai dit, OK, donc je vais préparer la transition avec Modibo. J'ai préparé le chemin comme ça. Et je me suis éclipsé au bout d'1 mois pour laisser la place à Modibo Soirée. Ouais. Et là, c'est vrai, j'ai bien apprécié la remarque de Baba Daga parce que c'est vrai que je commençais à être trop dispersé. Et c'est à partir de là que je me suis concentré à 100% sur la pratique du journalisme. Mais tu as animé une émission qui a fait quand même révéler beaucoup de talents cybernétiques à l'époque. Quand tu te rappelles de ces souvenirs-là, ça te fait quoi?
Je dirais, ça me fait 30 ans de carrière aujourd'hui, mais je dirais que, sincèrement, cybernétique demeure mon plus beau souvenir à l'ORTM parce que c'est l'étiquette qui me colle. Partout où je vais aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur du Mali, à l'extérieur, la première des choses dont les gens me parlent, c'est cybernétique. C'est ce qu'ils ont retenu. C'est vrai que j'ai passé 11 ans dedans, parce que j'ai commencé l'émission en 2000. En 2000, il y avait le président Alpha Oumar Konaré qui avait organisé à Bamako la conférence sur Internet des passerelles du développement. C'était une des premières grandes conférences sur Internet en Afrique de l'Ouest, francophone. Donc, j'étais dans le comité d'organisation. Et c'est après cette émission, je venais de rentrer de mon 3e cycle de Lille en France. J'ai dit, mais pourquoi ne pas créer une émission comme ça? Quand j'en ai parlé au DG de l'époque, le tonton Sidiki Mfa Konaté, il me dit non, il dit ça c'est des choses compliquées, les gens ne vont pas, et puis toi-même tu n'auras pas de la matière. J'ai dit directeur, moi je vais lancer une émission de 30 minutes mensuelle et je pense que je peux tenir. Il dit bon Salif, comme tu insistes, parce que j'étais vraiment coriace, il dit comme tu insistes, fais-le, mais je sais que tu ne tiendras pas 3 mois. J'ai commencé l'émission et au lieu de 3 mois, j'ai fait 11 ans. Je l'ai arrêté au moment où je partais aux États-Unis à l'ambassade. Mais ça a été, en tout cas c'est mon plus beau souvenir à l'ORTM, parce que c'était une expérience enrichissante. Au début, j'étais tout seul. J'étais dans l'orchestre. J'étais reporter. J'étais présentateur. Et j'étais l'animateur en même temps. Donc, je faisais tout seul. Mais par la suite, il y avait une première équipe qui était autour de moi. Yaya Konaté, Khalifa Nama et autres. Mais après, eux aussi, ils étaient tellement bousculés par leur activité qu'ils ont quitté. Et c'est là que maintenant, j'ai mis le grappin sur des jeunes stagiaires qui étaient venus, notamment Ibrahim Traoré Itra, Tamsir Diabaté, Mohamed Diarra, les Sidiki Dambélé. Donc, je les ai fait venir. J'ai dit, bon, vous êtes mon arrière-garde. On va travailler ensemble. Et cette émission-là, on va écrire les plus belles pages en cas de l'émission technologique de l'ORTM ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai préparé ITRA. Au moment où je partais aux États-Unis en 2011, je lui ai passé le relais. Et lui, après, il a passé le relais à Tamsir. Super. Et ce qui était bien, pour la petite anecdote simplement, Cybernétique, c'est une émission vraiment, on l'a améliorée au fur et à mesure, mais c'était destiné à la jeunesse malienne 100%. Et j'ai dit, je veux découvrir des talents maliens dans le domaine des TIC. Et tous les jeunes qui sont passés dans Cybernétique, c'était gratuitement, personne n'a payé un franc. Parce que j'ai dit, ils ont du talent, il faut leur tendre la perche. Et on organisait des concours dans le cadre de Cybernétique. J'ai eu des partenaires, même le président de la République donnait des prix. Mais en 11 ans, on a distribué plus de 400 ordinateurs gratuitement à des jeunes et à des établissements scolaires maliens. Ça, c'est l'une des plus belles réussites de Cybernétique pour moi. Et on a pu donner quelques bourses. Et le plus fameux parmi les boursiers, c'est Amadou Khan, qui se trouve actuellement au niveau de la maison de Meta aux États-Unis. Facebook. Oui, Facebook. Il est là-bas, c'est l'un des plus grands ingénieurs là-bas. Et il est parti grâce au concours de Cybernétique. Wow. Il est passé par la Tunisie, il est passé par la France. Et quand j'étais à l'ambassade, il a voulu aller aux États-Unis, on a pu gérer. Et quand il est parti, il a fini, ils ont dit, bon, toi, tu ne quittes plus, tu restes avec nous. Ça, c'est une fierté. Donc, ça, vraiment, Cybernétique, en tout cas, c'est mon plus beau souvenir et mon plus grand souvenir. Je pense qu'on a eu l'occasion de parler avec des jeunes qui se souviennent encore de ce temps-là, de ce moment, de cette opportunité qu'ils ont pu avoir pour vraiment devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que beaucoup... Et quel jeune? Dogba, par exemple. Ah, oui, Dogba. Je l'ai connu, il était au lycée en 11e année. Ouais. Il y a Khalilou Tirera aussi qui se souvient très bien de cela. Je pense que c'était la même équipe. Ils étaient ensemble, voilà, c'était la même équipe. Ils ont, leur établissement a fait le concours. Je crois qu'ils ont été deuxième ou troisième. Après le lycée technique. C'est ça. Ouais. Et après, avec Dogba, on a eu des rapports au-delà même de l'émission en tant que telle. Et voilà, non, je me rappelle très bien d'eux. C'est très bien. Alors, on va continuer. C'est tellement intéressant qu'on veut continuer encore. Il y a une des choses aussi que nous tenons à poser la question, c'est surtout les valeurs. Je pense que le soubassement d'un être humain, c'est fondé sur les valeurs. Et les valeurs, on pose la question pour demander à nos invités quelles sont les valeurs qui les tiennent à cœur et qui guident surtout les pas au quotidien, toutes les décisions qu'ils prennent. Quelles sont les valeurs qui guident Salif au quotidien? Tout à l'heure, tu as parlé de citations que j'aimais bien. J'en ai cité 2, je vais ajouter une 3e pour te donner une idée des valeurs que je défends et que je respecte. Ça, c'est Sédou Badian Kouyaté qui l'a dit dans son ouvrage Sous l'orage. C'est lui qui prend pour racine le passé, aura pour feuillage l'avenir.
C'est comme ça qu'on dit en Bambara. Donc moi, c'est ça. En réalité, je suis probablement un homme moderne, mais totalement pétri dans nos valeurs ancestrales. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans sa culture, sans ses valeurs. Regardez le Japon. Comment est-ce que le Japon est devenu une nation aussi forte malgré les bombes de Hiroshima et de Nagasaki? Les valeurs. La Chine est très moderne, mais la Chine est ancrée dans ses valeurs. Et c'est ça, nous, Africains, il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Nos valeurs, c'est extrêmement important. Le respect dû aux aînés. L'honneur, la dignité, ce sont des valeurs qu'on ne doit jamais oublier, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve. Et surtout, qu'on se dise une chose, on représente une famille et, comme on le dit, on reproduit l'éducation qu'on a reçue au sein de cette famille. Moi, je vais te dire, Alf, je vais te surprendre. Quand j'étais petit, à l'âge de 15 ans, parmi tous mes copains, j'étais celui qui sortait le samedi soir avec la voiture. Mon papa me donnait la clé. Je ne voulais pas. Il me donnait la clé, il me donnait mon argent de poche. Il me dit, où est-ce que vous allez? J'ai dit, où on va? Il dit, à quelle heure tu reviens? J'ai dit, à quelle heure? Et à l'heure indiquée, j'étais dans la cour, à la maison. Souvent, j'avais envie de faire certaines choses, mais quand je pensais à mon père, à ma mère, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça me retenait. Et aujourd'hui, je ne suis plus un petit garçon. Mais il y a des choses que je ne peux pas poser comme acte sans passer à ma famille. Donc, il faut qu'on puisse avoir ces valeurs. C'est extrêmement important. Et au Mali, on a des valeurs partagées. On a des valeurs partagées qui font de nous des humains. Mais le jour où on oubliera cela, on deviendra d'autres personnes, mais on ne sera plus nous-mêmes. Parmi ces valeurs, je te sais très organisé. Si on te pose la question, tu vas me dire l'heure, le jour où tu as des rendez-vous. Comment tu fais pour être organisé dans une société aussi comme la nôtre ici? Bon, le problème, c'est très simple. Je suis un enfant du camp. Ok. Mon père était un militaire. Je suis né dans un camp militaire. J'ai grandi dans un camp militaire. Et mon jeune frère est un militaire. Donc, j'ai pratiquement le rythme militaire dans ma vie. Quand j'étais tout petit, mes chaussures, mon papa disait que les chaussures, on ne doit pas appeler un cireur pour les nettoyer, il faut le faire soi-même. Il avait son matériel, il m'a payé mon matériel. Et les week-ends, les samedis, on partait sur la terrasse. Lui-même, il prenait ses rangers, il les cirait. Moi, je prenais mes chaussures, je les nettoyais. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne touche à mes chaussures. J'ai appris à le faire. Quand je voyage, j'ai toujours une boîte d'aiguilles avec des fils dans mes affaires. Parce que mon père me dit, un homme doit toujours être autonome. Quand je casse un bouton, je peux le faire. Quand ma chemise se déchire, je peux raccommoder rapidement avant de revenir. Donc, c'est des petits réflexes qui m'ont inculqué très tôt et qui sont restés. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis assez détraqué parce que je suis tellement maniaque en termes d'ordre que c'est difficile. Tu as raison. Les rendez-vous et autres, tout est planifié et j'ai horreur du retard. J'ai horreur du retard et je veux la correction dans tout. Je veux la correction dans tout. C'est extrêmement important. En Bambara, on dit quand tu as une certaine image de toi, si tu veux que les autres te respectent, commence par te respecter toi-même et respecte les autres et automatiquement le respect sera naturel et automatique. Waouh! On échangeait un peu, tu disais que la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. Comment tu fais? Dans la vie, les gens pensent que, bon, il faut venir, allez, on parle comme ça, c'est facile. On voit Salif parler, ah, ça c'est facile. Oh non, il a tout comme un ordinateur dans la tête. Mais non. J'ai dit, dans la vie, tout se prépare et tout se planifie. Quand on va à la guerre, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour aller faire la guerre. Il faut une stratégie. Et même en matière de communication, je sais que tu es un communicateur aguerri. Pour pouvoir faire un plan de com, il faut d'abord une stratégie. Et le plan est adossé à la stratégie. Donc, c'est la même chose. Moi, dans tout ce que je fais, j'aime avoir une certaine préparation. Des fois, je peux être pris à l'improviste. Mais le plus souvent, je préfère être informé pour pouvoir me préparer parce qu'à l'école, notre prof de français nous disait toujours, mes jeunes, la meilleure improvisation au monde, c'est celle qui est la mieux préparée. Je suis un peu allergique au papier. J'aime pas les discours écrits et tout, mais je prépare. Je peux faire une semaine pour préparer un événement dans ma tête. Donc, les choses peuvent être un peu dans le désordre, mais en réalité, c'est assez préparé. Donc, quand je viens, il peut y avoir une suite logique. Et les gens vont se dire, bon, il parle sans effort. Non, il y a toujours un effort qu'on fait. Ceux qui veulent parler sans effort, ils se trompent parce qu'ils ne pourront jamais bien parler.
Ceux qui veulent réussir sans effort, ils ne réussiront jamais parce qu'on ne peut pas réussir sans effort. L'effort est normal et pour qu'on apprécie un résultat, il faut avoir consenti des sacrifices, des efforts pour pouvoir bien l'apprécier en tant que tel. Excellent. La semaine passée, on était ensemble pour une formation sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Dans le monde où on vit, où c'est devenu indispensable, un outil indispensable aujourd'hui dans le domaine de la communication. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes aujourd'hui, peut-être qui pensent que l'intelligence artificielle va remplacer tout et l'effort dont tu parles, peut-être les gens ont tendance à oublier. Qu'est-ce que tu leur dirais par exemple? Quelle que soit l'intelligence de l'intelligence artificielle, elle ne sera jamais plus intelligente que l'homme. C'est l'homme qui l'a créée. Elle nous facilite la tâche, mais ce n'est pas la panacée. Moi, j'aime bien l'apport de l'IA en tant que tel, mais personnellement, je vais te surprendre, j'utilise très peu d'IA dans tout ce que je fais. Je préfère être un artisan, créer moi-même, bricoler et arriver à un résultat où je peux dire je suis fier. L'intelligence artificielle, pour certains jeunes aujourd'hui, allez, c'est fini. On n'a plus besoin d'efforts, tout est là, tout est à portée. Et je dis souvent aux jeunes journalistes, faites attention, je connais des journalistes au Mali qui écrivent 100% de leur papier grâce à l'intelligence artificielle, mais je dis ce n'est plus un papier de vous, ce n'est plus un papier d'humain, mais c'est un papier synthétique. Parce que c'est un robot qui l'a fait pour toi, et toi tu te dis fier. Mais non, parce que quand l'intelligence artificielle fait quelque chose, il ne peut pas y avoir de l'empathie dedans. Il ne peut pas y avoir ce petit côté qu'on a au fond de soi. Quand on écrit soi-même, que ce soit un message à quelqu'un, un poème ou autre, on a des tournures qu'on met, mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire ça à notre place. C'est ce que j'ai donné comme exemple. J'ai dit, moi, Salif, si j'écris un texte par l'intelligence artificielle, je te le donne à toi, Alf, tu sauras automatiquement que ça ne vient pas de moi parce que tu connais mon style d'écriture. Ça, c'est très important. Donc, que les jeunes se détrompent. L'intelligence artificielle est venue pour nous aider dans les tâches chronophages, dans les tâches qui prennent du temps. Mais elle n'est pas venue pour remplacer l'homme. Le robot ne pourra jamais remplacer l'homme. Le robot ne pourra jamais remplacer l'homme, vous avez noté ça. Et il y a chaque lundi, tu as une chronique que je prends du plaisir à lire et c'est devenu vraiment une routine. Chaque lundi, tu ne rates pas de lundi. D'où encore la régularité. Pourquoi vous avez pris cette habitude et le goût de partager ces leçons-là avec nous, qui certainement, je sais que tu vas recevoir beaucoup de messages pour te remercier pour la réflexion que tu lances et tout ça. Pourquoi tu as lancé cette rubrique-là chaque semaine que tu partages avec les gens? Au tout début, c'est vrai, je faisais des écrits à travers les faits sociaux et autres sur ma page Facebook. J'ai commencé déjà quand j'étais à l'ambassade aux États-Unis. Bon, j'étais dans la diplomatie, certes, mais j'ai dit, je suis un journaliste, je ne veux pas perdre la main. Parce que pour moi, le plus beau métier au monde, c'est le métier de journaliste. Et je veux que jusqu'à ma mort, qu'on dise monsieur le journaliste. C'est le plus beau titre que je préfère. Ancien directeur, ancien conseiller, ça ne me regarde pas du tout. Mais journaliste, ça, c'est ma plus belle satisfaction. Voilà. Donc, je me suis dit, quand on laisse, on perd la main. C'est comme un chirurgien qui va passer 1 an sans opérer. C'est clair que quand il voudra reprendre, ça va être compliqué. Donc, c'est ça, le journaliste aussi. Il faut savoir écrire. Écrire pour son plaisir. Écrire pour le plaisir des autres. Et quand on sent que les autres sont heureux de ce qu'on écrit, on devient encore plus heureux. Donc, c'est pourquoi j'avais commencé. Et maintenant, je suis tombé comme dans une sorte de piège parce que je ne peux pas arrêter. Les rares fois où je n'ai pas fait de chronique le lundi, plein de gens m'envoient des messages et des fois, même des responsables m'ont appelé pour me dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Je dis mais toi tu lis? Ils me disent ah oui, mais on lit. On ne réagit pas, mais on lit. Bon, ça fait que finalement, je sais qu'il y a un lectorat qui est là. Bon, j'ai dit je continue. J'aime bien les leçons de sagesse parce que chaque fois, quand même, ces leçons apportent quelque chose aux gens. Qu'on soit jeune, qu'on ne soit pas moins jeune, ça apporte quelque chose. Et des fois, j'analyse les phénomènes sociaux. Cette semaine, par exemple, j'ai parlé du divorce, mais rarement, une de mes chroniques n'a suscité autant de réactions au niveau personnel. J'ai été approché en inbox ou bien par message téléphone par des dizaines de personnes. Et beaucoup me disaient, je me reconnais à travers ces écrits-là, il faut qu'on discute parce qu'il y a des choses que j'ai appris à travers ton écrit. Donc, je me dis quelque part, quand on sait qu'on est utile en ce sens, bon, j'ai dit, je n'ai plus le choix, je vais devoir continuer. Mais je te dis, ce n'est pas facile. Parce que des fois, j'ai un emploi du temps tellement serré. Et déjà, la chronique de la semaine prochaine, je peux te dire que nous sommes mardi aujourd'hui. Pratiquement,
la chronique est déjà rédigée à 70%. Super. Et demain, après-demain, je vais consacrer 1 heure et je vais le finaliser parce que je n'aime pas être pris par le temps. Il faut qu'au plus tard jeudi, sinon vendredi matin, ça soit prêt pour le lundi. Le lundi, wow. Voilà, parce que là, on ne sait jamais, tout peut arriver, on peut tomber malade aussi. Voilà. Ça, c'est super. Il y a aussi une des chroniques là. Je pense que c'était la semaine d'avant qui était un peu, ou bien non, c'était pas la semaine d'avant, mais il y avait une chronique qui était un peu sur le titre, le monsieur le directeur, monsieur... Ah ouais. Non, parce qu'au Mali, c'est vrai que les gens savent qu'on a cette folie de grandeur. Chacun veut se faire appeler boss, directeur. Bon, comme le petit personnel le sait, quand tu viens pour flatter ton ego, on va dire, monsieur le boss, je veux prendre votre sac. Mais moi, c'est bizarre, ça a choqué les gens. Quand je suis devenu DG, par exemple, le premier jour, quand je suis arrivé, je sors de la voiture, on dit, j'ai dit non, on ne touche pas mon sac. Ils disaient, non, j'ai dit non, mon sac, on ne le touche pas. Et pour m'amuser, j'ai dit, on va laisser. Et j'aime pas. Ou bien on dit, il faut s'asseoir à l'arrière de la voiture. J'ai dit, mais ça, c'est des choses là, il ne faut pas s'habituer. Quand on s'habitue, le jour où on l'a pas là, quand on a le melon un peu trop gros, là, on devient un peu zinzin, quoi. Voilà. C'est vrai, il y a une vidéo de Simon Sané qui explique un peu ces choses-là que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il explique un peu le parabole, c'est quel genre de bol tu mérites. Quand tu es chef, il y a un bol qu'on te donne. Et quand tu ne l'es pas, il y a un autre bol. Donc, le bol où tu n'es pas chef, là, il faut t'habituer à ça et non l'autre. C'est une histoire que j'aime bien également. Et c'est à peu près ce que Mandela disait. Il dit, moi, j'aime bien quand je fais quelque chose, je préfère agir en leader que d'agir en chef. J'aime pas être chef, j'aime être un leader. Parce que Mandela dit que le vrai leader, c'est quoi? C'est celui qui se met toujours en retrait lorsque tout va bien pour laisser les autres devant. Mais quand ça ne va pas, il vient devant pour prendre des coups à la place des autres. C'est ça le leader. Et moi, c'est ce principe-là que j'aime bien. Excellent. Il ne reste pas beaucoup de choses. Je vais te poser la question. Tu sais, dans tout parcours, il y a des défis, il y a des difficultés certainement que tu as rencontrées. Est-ce qu'il y a une anecdote pendant l'exercice de ton métier de journalisme, ou peut-être les postes de leadership que tu as occupés? Est-ce qu'il y a quelque chose, une difficulté que tu as été confronté et que tu as pu surmonter, et comment tu l'as fait? Bon, les difficultés, il y en a eu beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de coups que j'ai pris. J'ai trébuché beaucoup de fois. Voilà, beaucoup, mais si parmi tout ce que j'ai eu vécu comme événement, si je dois parler de quelque chose, qu'est-ce que je pourrais dire? Une fois, par exemple, on devait aller faire une interview du maire du district de Bamako. Perfectionniste que je suis, j'ai horreur que quelque chose puisse manquer. On arrive à la mairie et c'est au moment où on installe l'équipement et tout, au moment où on va commencer, le caméraman me dit « Ah, j'ai oublié la batterie ». Ça, c'est comme si tu m'avais versé un seau d'eau glacée, quoi. Parce que j'ai dit, c'est intolérable. Comment il a pu quitter avant de vérifier tout son matériel? J'étais dans mes petits souliers et finalement, c'est le maire qui a été obligé de me remonter le moral tellement j'étais abattu. Et on a dû envoyer le chauffeur avec les embouteillages pour aller chercher et revenir. Ça nous a fait perdre une demi-heure. Et au moment de faire l'interview, je n'étais plus moi-même. Ça, je le reconnais. Parce que dans la tête, bon, c'est vrai que c'était à mes débuts, mais j'ai compris que même un vrai professionnel, même quand ce genre d'événement arrive, il faut toujours positiver autour, voilà, pour ne pas être abattu de cette manière. Parce que c'est extrêmement délicat. Et une fois, on devait faire une interview également avec le président de la République. On fait l'interview, et au moment où on termine de faire l'interview, le caméraman se rend compte qu'il n'avait pas de carte. Et c'est avec le président de la République. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, comme on ne meurt qu'une seule fois, si on doit me couper la tête, on ne peut me la couper qu'une seule fois. Au lieu de passer par quelqu'un d'autre, j'ai été voir le chef même directement pour lui dire que bon, on a eu un incident technique, sans trop préciser la nature de l'incident. J'ai dit, est-ce qu'il serait disponible pour qu'on puisse reprendre parce que la qualité de ce qu'on a, ce n'est pas diffusable en tant que tel. Il me dit, d'accord, on le fait. Politiquement correct. Voilà. Et on a repris. Mais bien après, il m'a posé la question et je lui ai dit ce qui était arrivé comme incident. Il dit, bon, heureusement, si j'avais dit ce qui était réellement arrivé, peut-être qu'il aurait dit non. Voilà. Donc,
Heureusement que j'ai eu les termes qu'il fallait pour lui dire que la qualité, alors qu'on n'avait absolument rien. Voilà, on n'avait rien. Parce que s'il avait demandé à voir, là, j'étais mal barré. Mais souvent, ce sont des risques qu'il faut prendre. On prend ces risques. Bon, comme c'est au poker, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. À la main, on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois, ça. Exactement. Je pense que les gens vont beaucoup se régaler en regardant ces numéros-là. On est presque à la fin de notre temps. Est-ce que tu as un message particulier à ceux qui vont nous regarder, que ce soit par rapport aux valeurs, que ce soit par rapport à l'organisation, que ce soit à l'apprentissage continu, si tu as un message particulier, notamment surtout les jeunes peut-être qui auront l'occasion de nous regarder? Le seul message que j'ai, il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités. Il faut s'aimer, il faut aimer ses proches, il faut aimer son pays. On ne peut pas réussir quand on vient avec l'idée que ça ne marchera jamais. Ça marche parce qu'on se dit que ça va marcher. S'il y a un concours, même s'il ne doit y avoir qu'un seul admis, on doit venir en se disant que ça sera moi. Et se préparer en même temps. C'est-à-dire, dans toute chose dans la vie, il faut une méthode. Il faut une méthode, il faut de la discipline et il faut de la persévérance. Il faut accepter de se remettre en cause. Quand ça ne va pas, moi je suis content parce que j'ai toutes les leçons à tirer de ce qui n'a pas marché. Mais quand ça marche, j'ai dit bon, ok, ça c'est courant, on continue. Mais quand on échoue, se dire que bon, c'est fini, c'était prévisible, non. On se remet en cause. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse aller? Une petite anecdote très rapidement. Quand je suis rentré du CST, j'ai commencé à l'ORTM. C'est vrai que j'avais les nerfs à fleur de peau. J'étais très nerveux. Okay. Et souvent, on me piégeait de cette manière. Dès qu'on faisait quelque chose, je réagissais au quart de tout. Et j'ai senti que c'était un défaut en moi. J'ai fait 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai pu avoir la chance d'aller à l'École supérieure du journalisme à Lille pour faire mon 3e cycle. C'est arrivé à Lille pendant les 2 ans en France. J'ai réfléchi. J'ai dit, Salif, qu'est-ce que tu peux changer en toi pour t'améliorer? J'ai dit, hop, la nervosité, là, il faut travailler là-dessus. Et j'ai travaillé là-dessus. Quand je suis revenu, les gens croyaient voir un autre homme. Parce que je ne réagissais plus de la même manière. C'est-à-dire, c'est pourquoi il faut savoir contrôler ses nerfs, mais surtout être très méthodique dans tout ce que nous faisons. Et enfin, je me dis simplement, il faut se dire qu'on ne se suffit pas à soi-même. On a toujours besoin des autres pour pouvoir avancer. Et un de mes profs me disait qu'on a toujours besoin de plus petit que soi pour aller de loin. Ce n'est pas parce que quelqu'un est petit ou bien est moins âgé que toi qu'il ne peut pas t'apporter quelque chose. C'est faux. Et les Chinois aiment dire on vieillit lorsqu'on cesse d'apprendre. Donc moi, je demeure un éternel jeune. Parce que j'ai la soif de connaissance. Un éternel jeune parce qu'il a la soif de toujours chercher à savoir. Merci beaucoup, Salif. Ça a été un plaisir. Merci pour ce numéro spécial parce que je pense qu'on va apprendre beaucoup. Et lorsque les gens vont finir de regarder, et ils vont revenir encore. Et je pense que c'est un premier épisode. On aura d'autres épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que les écrits, là, on en veut un livre un jour et on va en parler. Mais avant qu'on ne se quitte, j'aimerais que tu me fasses une promesse. Avant la fin de la diffusion de ces podcasts, moi aussi, j'aimerais qu'on inverse les rôles et que ce soit moi qui t'interviewe. Et je veux avoir ce privilège. Je te promets. On le fera. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et c'était Salif Sanogo, journaliste, comme il aime qu'on l'appelle. Et l'équipe avec Alf, le podcast, on était heureux de te recevoir sincèrement. Et merci d'avoir pris ce temps pour venir nous entretenir. Et je pense qu'on sort tous grandis. On a appris beaucoup de choses. On a découvert beaucoup de choses. C'est ça aussi le concept, un peu centré sur notre invité, pour permettre à ceux qui souhaitent aussi apprendre de ton parcours pour qu'ils puissent aussi découvrir. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.